All right, boys, passons au baseball là, où, là, la semaine dernière, on se disait, oh, OK, Bregman, OK, peut-être. Là, les gars, les valves se sont ouvertes. Et faut-tu qu'on les nomme encore? Faut-tu qu'on les nomme Je sais encore? pas, de qui tu parles? De qui tu parles? Alors, Kyle Tucker, qui était quand même le gros agent libre, ce qui est... Le gros nom. Et oui, et qui n'avait toujours pas signé. On apprend que M. Kyle Tucker est allé signer un beau contrat. Un beau contrat de 240 millions de dollars sur 4 saisons. Mesdames et messieurs, c'est 60 millions de dollars par saison. Kyle Tucker est un excellent joueur. OK? Est-ce que Kyle Tucker est un joueur de 60 millions de dollars annuellement? La question reste à répondre. Mais par contre, s'il y a bien une équipe qui a assez de, pardonnez mon langage, assez de fuck you money pour payer ce contrat-là, ce sont les Dodgers de Los Angeles. Et voilà, c'est exactement là ton élément de réponse. Est-ce que Kyle Tucker va jouer pour 60 millions par année? Non, Kyle Tucker va pas jouer pour 60 millions par année. Est-ce que Kyle Tucker est le meilleur joueur des Dodgers? Non. Est-ce que Kyle Tucker est le deuxième meilleur joueur des Dodgers? Probablement pas. Est-ce que Kyle Tucker est le troisième meilleur joueur des Dodgers? Honnêtement, peut-être même pas. Mais cette équipe-là, qui était déjà tellement solide, qui vient de gagner 2 séries mondiales consécutives, a ajouté Edwin Diaz, et là ajoute Kyle Tucker. On avait un problème, l'enclos, on est allé le chercher. On avait un problème dans le champ extérieur, on est allé chercher Kyle Tucker. 60 millions par année. C'est la masse salariale, on va payer à peu près 500 millions cette année chez les Dodgers pour cette équipe-là. Un peu moins que ça, mais genre 400, je pense que c'est 467. C'est incroyable. Pour vrai, c'est frustrant pour un fan de notre équipe, mais il faut que tu... Honnêtement, je suis rendu, je respecte ce que les Dodgers font parce que on aimerait tout que le propriétaire de notre équipe agisse exactement de cette façon-là. Mais écoute, moi, quand j'ai vu ce contrat-là, la vraie première chose que je me suis dit, c'est bon, on va profiter de 2026 parce que 2027, ce sera une année sans baseball. Parce que si ces contrats-là se signent, on rappelle, c'est la dernière année de la convention collective en 2026. On sait que les conflits de travail au baseball sont généralement, à chaque fois qu'une nouvelle convention collective va signer, un conflit de travail. Et là, on sent qu'il y a plus de tension que jamais entre les propriétaires et les joueurs, notamment en raison de ce que les Dodgers font, l'argent différé et tout. Je pense que ça va être un facteur extrêmement qui va vraiment diminuer les chances qu'on ait du baseball pendant une bonne partie de 2026, si c'est pas la saison complète. Et si c'est pas la saison complète, mais c'est parce que là, effectivement, on double down, pour encore une fois utiliser l'expression anglaise pop, du sens que, ben là, écoute, c'est que du bon vieux libéralisme des années 80 où j'ai juste le plus gros portefeuille. Oui, je vais pouvoir payer ces contrats-là, mais pas. Et je peux surtout aussi surpayer. Il n'y a rien que vous allez pouvoir faire. Je suis là juste plus d'argent que vous autres. Je sais qu'il y a possiblement un petit contexte différent, puis ça date de quelques années déjà. Mais Aaron Judge fait 40 millions par année. Kyle Tucker va faire 50% plus que Aaron Judge. Ça n'a aucun bon sens. Aucun. Pour vrai, ma première pensée quand j'ai vu la nouvelle sortir, c'est si je suis un fan des Jays, oui, OK, sur le coup, je suis fâché, mais deux, je vois le contrat, je me suis dit, une tabarnak de chance qu'on n'est pas allé faire ce contrat-là. Parce que Kyle Tucker, pour moi, c'est la définition du gars qui peut faire tout bien, mais il n'est pas great, là. Tu sais, il va frapper pour un 270. Il va faire 25-30 circuits. Il va te faire 90-100 points produits. Et ça, s'il est en santé. Parce que c'est ça avec Kyle Tucker. Il y a une historique de blessures qui fait en sorte que souvent, quand il manque des matchs, c'est à coup de 30, à coup de 60. Fait il y a aussi ce risque-là du côté des Dodgers. Pour moi, aller chercher Kyle Tucker. Mais
en même temps, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Mais si on double down, parce que oui, OK, on peut regarder ça et se dire oui, mais les Dodgers ont acheté leurs 2 dernières séries mondiales, tu sais, c'est pas juste tout ça. Moi, je veux juste vous faire rappeler une chose, OK? En 2024, les Padres de San Diego, je crois que c'était. Félix, peut-être tu me corrigeras, mais c'était en série de division il y a 2 ans. Les Padres de San Diego avaient les Dodgers dans les câbles et étaient à un match de se faire éliminer et avaient un match de bullpen ce soir-là. Et les Padres se sont fait humilier et se sont fait sortir. Ils ont manqué toutes leurs chances. Et c'est sans compter que les Jays ont passé à 2 retraits de gagner la Série mondiale. C'est plate, je comprends, mais les Dodgers sont battables. C'est ça l'affaire. Ils sont battables malgré la... C'est pas comme, mettons, une super team aux Warriors de Golden State dans le prime Steph Curry, tout ça. Où il pouvait tout arriver. Tu savais qu'il allait sortir une bouchée puis il était juste tellement trop puissant puis qu'il allait l'emporter pareil. Les Dodgers sont super bons, je le concède, mais ils sont battables. Ce que je dois t'ajouter... Il faut retenir de plus et en espérant que ce soit votre équipe qui batte les Dodgers. Ce que je vais ajouter, Pop, c'est que une leçon que l'histoire a apprise, c'est qu'elle ne se souviendra que du vainqueur. Malheureusement, je ne pense pas qu'on ira dans les astérisques à dire « Ah, mais les Jays étaient proches. » La conversation, Félix et moi, on avait apporté ça il y a un bout, c'est que je pense pas qu'on irait à parler de manière définitive d'un conflit de travail la saison prochaine si les Blue Jays l'emportaient. Mais là, l'affaire, c'est que les Dodgers l'ont emporté, donc toutes les munitions sont dans le camp du conflit de travail qui s'en vient l'année prochaine. Et comprenez-nous bien, les risques de conflit de travail n'auraient pas tant diminué que ça si les Blue Jays avaient gagné. Et les probabilités ne changent rien que Kyle Tucker est signé à Chicago, qui est signé avec les Mets, avec les Blue Jays. Tu sais, l'aiguille n'a pas tant bougé là, avec Kyle Tucker. Là. Le writing is on the wall. Là. On se dirige vers là. Le mur s'en vient tout droit, à pleine vitesse, et on va tous y goûter en tant que partisans de baseball. C'est inévitable, ça s'en vient. Il y a une chose aussi qui, en ce moment, dans le marché actuel, depuis quelques années, avantage beaucoup les Dodgers et ces équipes-là, les équipes qui ont les équipes, j'ajouterais les Mets aussi à ce groupe-là, de plus en plus, en fait, pendant une bonne partie de la dernière décennie, je dirais, les joueurs autonomes cherchaient le plus d'argent garanti à long terme possible. Parce qu'on voulait aller chercher, disons, on avait mieux signer pour un peu moins d'argent sur une base annuelle, mais aller chercher un gros salaire qui allait rentrer pour, mettons, 10-12 ans. Là, depuis quelques années, ce qui est arrivé, je pense que ça a commencé surtout avec les Mets. En fait, c'est les cas de Max Scherzer et Justin Verlander. En tout cas, moi, c'est les 2 premiers, je me suis dit, qui ont vraiment commencé à changer ça de bord un peu. Les 2 gars avaient accepté des contrats de 3 ans pour 43 millions par année, ce qui étaient des montants surréels. Et là, de plus en plus, les joueurs autonomes font le calcul suivant. Dans un marché qui est toujours en augmentation pour au niveau des montants et tout, les gars préfèrent signer le contrat à court terme avec de l'énorme argent à chaque année en se disant que ce ne sera pas si difficile que ça d'aller chercher le reste d'argent. Je prends l'exemple ici. Quand on parle les Dodgers ont fait 240 sur 4 ans à Kyle Tucker. L'offre des Blue Jays, qui était la seule offre à long terme sur la table de Kyle Tucker, c'était 350 millions sur 10 ans. Ce qui est une offre extrêmement compétitive. Là, on ne voulait juste pas donner un salaire annuel plus gros à Tucker qu'à Vlad. On est resté à 35 millions par année sur 10 ans. Tu mets cette offre-là sur la table de Kyle Tucker il y a, disons, 5-6 ans, c'est presque sûr qu'il apprend. Mais là, les joueurs autonomes font le calcul suivant. Si Kyle Tucker, qui a des options de sortie dans son contrat pour les prochaines années, si Kyle Tucker prend ce 240 millions-là sur 4 ans, il faut juste après ça qu'il signe un contrat de 110 millions sur 6 ans pour refaire l'argent qu'il n'a pas eu. Et les chances sont quand même plutôt bonnes que dans 4 ans, quand Kyle Tucker va redevenir joueur autonome, il va éventuellement refaire cet argent-là d'une autre manière. Ça pourrait même être plus rendu là. Peut-être qu'il rendu là, il va signer, disons, un 4-5 ans à du 200 millions, puis c'est pas plus compliqué que ça. Il va faire plus d'argent que ce qu'il aurait fait avec une offre comme ça. Les gars, de plus en plus, les joueurs autonomes commencent à parier sur eux-mêmes, puis à parier sur le fait que dans 4-5
ans, avant leur déclin, ils vont être en mesure de signer un dernier gros contrat qui va ramener et même faire possiblement plus que ce qu'on aurait fait sur des contrats à très long terme. Et surtout, ça fait en sorte que pour les premières années, le contrat à court terme qu'ils signent, généralement, c'est avec des super bonnes équipes, les Dodgers, même les Mets, qui étaient quand même une équipe qui était vue comme compétitive à l'époque où on avait signé des Verlander et des Scherzer. Les gars aiment signer ces contrats-là, sauf exception évidemment avec Vlad, Shohei et Soto, qui sont des contrats avec des valeurs astronomiques. Mais les gars, de plus en plus, font ce calcul-là, et c'est ça qui fait mal à des équipes comme Toronto, dans l'optique où Toronto aime mieux offrir du long terme avec un salaire un peu plus petit. Boston est un peu dans ce bateau-là aussi. Les Yankees sont dans ce bateau-là aussi. Puis c'est pour ça qu'on était en train de voir un changement dans la hiérarchie des pouvoirs de la MLB depuis quelques années. C'est le monde dans lequel on vit. Tu as mentionné les Blue Jays, Félix, mais les Blue Jays qui, quelques heures plus tard, ont vécu eux-mêmes là, leur... finalement, cette tristesse, cette perte, finalement. Donc, ça se concrétise, comme quoi Bo Bichette ne sera pas de retour avec les Blue Jays de Toronto, mais s'en va du côté des Mets de New York, un contrat de 126 millions de dollars sur 3 saisons. Alors, pour rajouter sur ton point, Félix, qui revient à un salaire annuel d'une moyenne là, de 42 millions de dollars. Voilà. Pop, comment vois-tu cette transaction du côté des Mets de New York aussi? Est-ce qu'on tente de racheter là, notre fin de saison décevante? Je vais juste commencer pour dire à quel point ça me déchire de voir Bo Bichette partir. Pour moi, Bo Bichette, c'est Toronto. Bichette et Vlad Junior, c'est arrivé ensemble. Les deux ont été signés, repêchés par l'organisation, ont été développés ensemble dans l'organisation. C'est juste déchirant. Pour moi, j'aime en tant que joueur, j'aime beaucoup Bo Bichette, surtout le frappeur. Ce gars-là a fait un circuit pour donner 3 points au match 7 de la Série mondiale. Ce sera son send-off. Je vais avoir de la misère à le voir avec l'uniforme des Mets. Ceci étant dit, Bo Bichette va jouer où à cette heure? Et je ne parle pas géographiquement avec quelle équipe. Il va jouer où sur le terrain? Ça va être au 3, puis bonne chance, parce que je pense qu'ils vont trouver le temps long avec Bo Bichette au 3e but. Mais la façon que les Mets sont structurés, c'est bizarre, man, parce que... je vais y revenir plus tard, là, mais les Mets ont une saison morte épouvantable avec Pete Alonso qui est parti, puis... puis on a eu Marcus Semien, l'échange, la transaction Brandon Nimmo pour Marcus Semien. Et là, on se ramasse dans une situation... Quand tu regardes l'avant-champ des Mets, c'est vraiment bizarre, parce que à l'arrêt-court, on a Lindor, il n'y a pas de problème. Au 2e but, on a Semien, ça se défend, ça fait quelques années qu'il joue là. Sauf qu'au lieu d'avoir un vrai premier but, puis un vrai 3e but, on a un 2e but qui joue au premier, en Henri Polanco, puis on va avoir un joueur d'arrêt-court, qui n'est pas un bon joueur d'arrêt-court, qui serait meilleur aux 2. Mais à la place de le mettre au 2, vu qu'on ne peut pas parce qu'on a Semien, ben on va mettre Bichette au 3. Cet avant-champ-là ne fonctionne pas. Donc là, la question, c'est pourquoi donc les Mets ont été chercher Bo Bichette? Parce qu'on a connu une saison morte épouvantable, parce que Pete Alonso est parti, parce qu'on s'est dit qu'on allait se rattraper en allant chercher Carl Tucker. Carl Tucker est allé avec les Dodgers. Fait que là, on se ramasse dans une situation où est-ce qu'on n'a plus vraiment une tonne d'options. On a un peu les culottes baissées, puis on vient d'avoir une saison extrêmement difficile. Les fans sont fâchés. Faut que tu fasses quelque chose pour essayer de redonner confiance aux fans dans ton projet. Puis c'est très drôle parce que Bo Bichette s'en allait avec les Phillies. C'était presque réglé, ce dossier-là. S'il y avait une offre de, je crois, 7 ans, 200... Je pense que c'était 200 sur 7, l'offre qu'on lui faisait du côté des Phillies. Et à la seconde où Carl Tucker a signé avec les Dodgers, les Mets ont appelé Bo Bichette. Ils ont fait, voilà, 126 sur 3 ans. Tu viens ou tu viens pas. Et Bo Bichette a fait, bon, les Phillies, c'est cool, mais ça y est, je m'en vais avec un rival de division. Puis Bo Bichette, ce contrat-là ressemble beaucoup à celui d'Alex Bregman il y a un an. Un contrat avec un énorme salaire annuel, mais avec des options de sortie à chaque année. Bo Bichette qui vient de connaître une fin de saison marquée par les blessures, je pense que c'était le contrat très logique pour lui à signer. Il va pouvoir remonter sa valeur et signer l'an prochain. Malheureusement, dans un marché où est-ce qu'il va avoir une menace de conflit de travail, pas idéal pour aller chercher un immense contrat, mais c'est quand même le dénouement logique pour un qui a besoin de rebâtir sa valeur. Est-ce que c'est en jouant au 3 qui va vraiment rebâtir sa valeur? Ça, j'ai des doutes. Mais les Mets avaient besoin de faire quelque chose, et c'est pour ça qu'ils ont donné cet immense salaire annuel.
Donc, Félix, si je comprends bien, tu n'es pas un fan de cette signature-là. Ben, pour Bichette, ça va, là. Je veux dire, va chercher ton 40 millions. Je veux dire, j'aurais blâmé un gars pour aller chercher 40 millions, là. Non, non, Mais on parle pas du côté du joueur, là, du côté par l'équipe. exact. Pour l'équipe, je veux dire, pour l'équipe, tu le fais parce que tu as besoin de faire quelque chose pour rassurer tes fans. Tu as besoin de quelque chose. Là. Tu peux pas te ramasser à juste perdre Alonso et rien faire d'autre. Mais je vois pas le fit. Bellinger est un meilleur fit. Cody Bellinger est un meilleur fit. On a parlé des Mets comme étant l'une des équipes qui a eu probablement la pire saison morte pour le personnel perdu et essayer de se racheter avec cette signature-là. Mais bon, tu as mentionné les Phillies aussi qui ont manqué le train là-dessus. Les Phillies qui en ont manqué aussi là, des joueurs cette saison morte. Et puis là, on perd maintenant définitivement les services de Ranger Suarez qui va aller jouer avec les Red Sox de Boston de Pop. Alors, Pop, pour commencer, du côté des Phillies, encore une fois, on parle de ce groupe qui gagne en âge, comme à chaque saison. Mais là, le problème, c'est que de ce groupe en âge, tu en as qui quittent le navire. Là. Puis une chance parce que JT Realmuto aura signé aussi avec les Phillies cette semaine. Donc, tu sais, on s'en sauve de ce côté-là. Mais JT Realmuto, présentement en 2026, n'est plus le JT Realmuto. En tout cas, ou du moins, commence à ne plus être le JT Realmuto du début des années 2020. Fait que déjà, tu double down, déjà que t'es vieux, mais puis encore, tu as signé Kyle Schwarber, je comprends qu'il peut être encore capable de frapper 40 circuits et plus, mais on dirait que tu n'as comme pas adressé le problème principal que tu ne gagnes pas, tu n'ajoutes rien et tu vieillis. Rendu là, mais écoute, Ranger Suarez, à Boston, moi, je vais le prendre. C'est correct. Probablement que Craig Breslow, a.k.a. le terroriste en chef de la MLB, a vu les Mariners de Seattle se rendre à 2 manches de la Série mondiale et un Springer et un George Springer de se rendre à la Série mondiale. Puis sais-tu quoi? On va refaire exactement la même affaire. On va être profondément profond au monticule. On ne donnera pas un calice de points durant à peu près 7 manches, à peu près à tous les soirs. Mais on va se présenter au bâton avec des cure-dents à la place du bâton traditionnel. On ne sera pas capable de faire un sacrement de points. On va probablement strike out 1 fois sur 3. Puis, 1 fois de temps en temps, on va réussir à faire un double ou un circuit, mais on ne donnera pas de points. Puis, on va réussir à gagner comme ça. I mean, whatever. Faites ce que vous voulez. Je comprends que c'est hot au monticule. Tu sais, Crochet, Bello, Suarez, Sonny Gray, Color Crawford, Patrick Sandoval, les jeunes, whatever. Faites ce que vous voulez avec ça. Mais ça ne sera pas du baseball offensif qu'on va voir à Boston cet été. Là. Le plan offensif à Boston est assez simple, ça se résume en 2 mots. Roman Anthony. C'est que ça. Littéralement ça. Roman Anthony va nous sortir de là. Fuck it, Roman Anthony va faire quelque chose. Le reste de l'équipe n'est pas mauvais. Là. Je veux dire, il y a quand même une certaine... Trevor Story a une belle saison. Jaron Duran est encore là. Will Gurbury est capable. Mais c'est extrêmement streaky. Je vais ajouter là-dessus, est-ce assez pour gagner l'Est de l'Américaine? Ils sont pas meilleurs que les Blue Jays, ils sont pas loin des Yankees. Ça ressemble aux Yankees. Ça ressemble aux Yankees, la différence c'est qu'Aaron Judge est meilleur que Roman Anthony, mais le personnel de lanceur des Red Sox, c'est pas la meilleur que celui. Voici.